On est fin mars déjà, le mois est passé à une vitesse vertigineuse et c'est le moment de faire le bilan du mois. J'ai plein de choses à te partager, mes achats tarot, mes achats livres, euh, ma pratique du tarot qui a changé encore parce qu'on est rentré dans une nouvelle phase de l'année printanière, enfin nouveau cycle, hein. On a débuté le cycle le 21 mars. Nouvelle année, nouvelles intentions. J'ai plein de choses à te partager. J'espère que ça t'inspirera et que ça te poussera à pratiquer aussi et peut-être à explorer de nouvelles choses. Voilà, je te dis à tout de suite. Hello, c'est H. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. On fait donc le bilan du mois. Ce mois-ci est passé hyper vite, mais en même temps, il a été très très riche. J'ai fait plein de choses. J'ai mis plein de choses en place. J'ai beaucoup travaillé. Parce que, comme tu le sais, si tu me suis ici, je rentre dans une nouvelle phase de ma vie où je me lance en tant que freelance indépendante, euh, où je deviens pilote organisationnel de structure solopreneur plus. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'indépendance financière et dans ma liberté aussi, parce que le salariat ne me convenait plus. Ça fait plus de 20 ans que je suis salariée, que j'étais salariée, il faut que je me mette dans la tête. Et ça y est, c'est terminé, je tourne une page. Donc ce mois-ci a été très riche. J'ai beaucoup travaillé sur le, tous les fondements de l'entreprise que je croyais être fait, mais non, pas du tout. Donc, travail de fond sur la cible, sur l'offre, etc. Donc, ça a été un mois très intense. Je ne pensais pas que ce serait aussi intense. J'ai beaucoup travaillé. Et du coup, à un moment donné, j'ai senti le besoin de respirer, puisque je faisais des heures énormes par jour au début de mois, là, jusqu'à, enfin, tout le temps, en fait, hein. Et euh, j'ai décidé de regarder une série. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de série parce qu'en fait, moi, je suis une binge-watcheuse de séries et quand je commence un épisode, je ne m'arrête pas. Et c'est Hugues qui m'a proposé de regarder Penny Dreadful. Je te mets ici l'affiche. Si tu n'as jamais vu cette série, je ne pensais pas que ça allait me plaire. C'est un mélange entre c'est un mélange mi-horreur, mi-fantastique, ouais, mi-horreur, mi-fantastique, euh, qui mélange plusieurs livres et classiques de l'écriture anglaise gothique, tels que Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray, d'Edgar Allan Poe, je crois. Ah, je sais plus. Je crois que c'est Edgar Allan Poe. On a Dracula de Bram Stoker, on a le Frankenstein aussi. Enfin, plusieurs. Ça mélange comme ça plusieurs histoires en une histoire, mais hyper prenante. C'était, je crois que c'est 3 saisons. Oui, c'est 3 saisons qui se terminent à la fin, donc on a une vraie fin. Et j'ai regardé les 3 saisons. Alors, je bossais le jour. Donc, moi, j'ai une routine, hein, bien particulière. Je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à me discipliner. Donc, j'ai ma routine du matin. Ensuite, je travaille jusqu'à midi où je pars à la piscine. Je reviens, je me fais à manger, je mange, je rebosse. Et le soir, en fait, je me suis tapé Penny Dreadful pendant une semaine. Et j'ai adoré cette série. J'ai adoré. Alors, si tu n'as pas vu et que tu aimes bien ce style de série, quoique moi, c'était pas trop mon style de série. Et pourtant, j'ai accroché et ça m'a donné envie euh, de découvrir les auteurs de anglais gothique, en fait. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ce courant d'écriture. Alors, j'ai lu beaucoup, pas toutes, hein, puisque la littérature française, elle est large. J'ai lu les auteurs classiques, Maupassant, Balzac,
je sais pas, Victor Hugo, Émile Zola, et puis les plus anciens, là, je sais pas, Dumas, enfin bon voilà, je vais Jules Verne et tout ça, tout ça. Et j'avais jamais lu les romans anglais. Enfin, j'avais jamais touché à la littérature anglaise. Et ça m'a donné envie d'acheter ce livre-là, Dracula de Bram Stoker, qui est un classique de chez classique. Il y a des gens qui vont me dire quoi, comment ça, t'as jamais lu Dracula? Bon bah ça y est, c'est fait. Je l'ai lu en 10 jours. J'ai adoré. C'est-à-dire que quand j'ai terminé la série Penny Dreadful, je me suis plongée dans Dracula. Et il y a plein de suspense, il y a plein de rebondissements. Euh, et puis, j'adore, en fait, je suis fascinée par l'époque victorienne. Bah, de par déjà ma fascination pour les occultistes, hein, et par l'occulte, tout ce qui est l'histoire des sociétés secrètes et tout, machin, de ce début, cette fin de 19e siècle et début 20e. Et Dracula s'inscrit un petit peu dans cette mouvance-là. Bon, j'aurais voulu avoir... elle est très sympa l'histoire, mais moi je voulais plonger un petit peu dans le monde victorien et tout, tel qu'on y plonge dans la série Penny Dreadful, mais je vais trouver d'autres romans. Donc j'ai lu Dracula, que j'ai adoré, qui est un petit bébé quand même, hein, mais je l'ai lu assez rapidement. Et donc le prochain livre que je vais lire, c'est... j'ai oublié le nom, qui a un nom pas commun. Mais je t'en parlerai dans les prochains bilans. Il y a aussi des livres que j'ai à la maison. J'en ai déjà lu un. Tiens, j'en avais déjà lu un. Il me semble que j'en avais parlé, hein, dans mes vidéos précédentes. J'ai lu celui-ci, le visage Gustave Meyrink, le visage vert, que j'ai lu à la fin 2025. Et je vais sûrement me replonger parce que j'ai commencé à lire. Tu vois, je me suis arrêtée à la page 38. L'ange de la fenêtre d'Occident. J'ai acheté un autre livre aussi en flânant. Quand je suis allée à Saint-Michel, à chaque fois que je vais à Saint-Michel, je finis toujours par flâner chez Gibert. Le Gibert ésotérique qui a changé, hein. Le Gibert ésotérique n'est plus le Gibert ésotérique qu'on a connu jusqu'à maintenant. Tu sais, ce vieux magasin qui était là depuis les années... je crois que ma mère, elle me disait que quand elle habitait à Paris, il était déjà... que je connaissais depuis petite. Et maintenant, le Gibert ésotérique est en sous-sol, il est modernisé et tout. Et il n'y a plus cette ambiance-là que j'aimais quand j'allais là-bas. Bref, j'ai fait un tour à Gibert et à chaque fois que je vais chez Gibert, j'achète un livre. Et cette fois-ci, j'ai acheté celui-ci, Le Kabbaliste de Prague. Donc, avant même de commencer à lire... continuer à lire plutôt L'ange à la fenêtre d'Occident, de la fenêtre d'Occident. Je vais commencer celui-ci dès ce soir. Voilà. Je t'en dirai plus en avril. Je pense que je vais le finir assez vite, hein. Il n'est pas très très long. Il y a 280 pages. Donc je pense que s'il m'intéresse, en moins d'une semaine, je l'ai terminé. Parce que je lis tous les soirs avant de dormir maintenant. Autre achat, on continue dans les livres. J'ai continué à lire, bien entendu, Neville Goddard, qui est un condensé, collection complète. Tous les matins, j'en ai déjà parlé, j'ai ma petite routine. Je me réveille le matin, j'écris mes pages le matin et après, je lis quelques pages de Neville Goddard qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien pour garder en tête mon objectif, où je vais, parce que le mental prend vite le dessus et
et on se sent, enfin, tu connais le mental, hein, quand tu vas vers quelque chose d'inconnu, qui te challenge, et ben le mental, il vient vite t'attraper en te disant, ah, t'es pas légitime, tu vas pas y arriver, tu te rends compte, retourne au salariat, c'est mieux. Et Neville Goddard, en fait, me permet de garder cette ligne de conduite, enfin, les livres de manifestation de développement spirituel. J'ai commencé à lire celui-ci aussi. Alors, je l'ai dégoté, il me semble, sur Rakuten. Ce livre a une petite histoire. C'est un livre qui est très nostalgique pour moi. Voilà, c'est le mot nostalgique. C'est un livre que maman avait dans sa bibliothèque quand j'étais petite. Et si tu m'écoutes, tu me connais un petit peu, je t'ai raconté, je l'avais répété vite fait, mais quand j'étais petite, j'étais une rate de bibliothèque, une souris bibliothèque. Et quand j'ai eu terminé de lire tous les bibliothèques vertes, parce que tous les dimanches on partait, moi j'habitais en Côte d'Ivoire, et tous les dimanches on partait avec papa à la librairie de France. La librairie de France, c'était la librairie où il y avait toutes les importations régulières de nouveautés, des nouveaux livres de France, librairie de France, voilà. Et papa m'emmenait là-bas, lui il s'achetait des bouquins, mes parents, faut savoir qu'on avait une grande bibliothèque à la maison, mes parents ils adorent lire et tout. Et tous les dimanches on partait là-bas, donc mon père me larguait dans le rayon jeune, bibliothèque bleue, bibliothèque verte, bibliothèque rose, j'en achetais plein. Et puis à un moment donné, toutes les récrés, en fait, je les passais à la bibliothèque à lire les Alice, les Michel. J'adorais les romans d'Alice, Michel, les Talons Noirs, je sais plus qu'est-ce que j'ai lu, le Lion de Kessel. Enfin, j'ai lu plein de bouquins. Et quand j'en ai eu marre des bibliothèques vertes, je suis passée à la bibliothèque des parents. Et mes parents, ils ont un style de livre. Déjà, ils aiment les polars médicaux. Je crois que c'était comment ça s'appelait cet auteur? Bref, je sais plus. Ça m'a pas intéressé les polars médicaux. Ils aimaient beaucoup lire Stephen King, donc j'ai lu un ou deux livres de Stephen King quand j'étais pré-ado. Ils aimaient lire les romans historiques et ça j'ai gardé parce que j'adore les romans historiques, les polars historiques, les polars historico-ésotériques. Ah, ça c'est ma came. Et ma mère qui était plongée dans l'ésotérisme et dans la spiritualité avait beaucoup de livres. J'ai lu Rouge là. Hein. Elle avait ce livre. Exploiter la puissance de votre subconscient. Et ce livre, elle a prêté à toute la famille, à tous les amis. Et à chaque fois qu'ils venaient faire un escale à la maison, le bouquin, je le lisais parce que je me disais, ma mère, elle me disait, oui, il t'offre plein de choses. Ton subconscient te permet de créer plein de choses et tout. Et je l'ai lu. J'ai rien compris à cette époque. J'étais très jeune. J'ai pas compris grand chose. Je n'ai pas retenu les leçons de ce bouquin parce que ma vie a été chaotique jusqu'à l'âge de 35 ans. Après 35 ans, j'ai commencé à la gérer, mais bon, on va dire que ma vie s'est stabilisée à 41 ans en fait. 41 ans. Je vais en avoir 46 là dans quelques semaines. Et donc, je parle beaucoup, hein. I'm sorry, 15 minutes déjà. Et donc ce livre, j'ai toujours voulu le racheter. Et chose faite, je l'ai acheté. Donc j'ai commencé à le lire. Donc c'est des livres de développement personnel, je les lis pas d'un trait, tu vois. Comme je t'ai dit, je les lis par parcimonie le matin ou le soir ou dans la journée quand j'en ai besoin. J'essaye de lire le plus souvent parce que c'est ce qui me permet, comme je te disais, de garder ma ligne de conduite et de créer ma réalité en fait, hein, et de ne pas flancher et d'y aller straight to the point et de pas trop me poser de questions et de faire confiance en moi et puis
Garder une connexion permanente avec mon divin. Comme tu le sais, cette notion de divin est très très importante pour moi. Voilà, maintenant je vais te parler de mes achats autour du tarot. Cette année, ce mois-ci, pardon, le mois dernier, en février, j'avais acheté 5 decks. Et ce mois-ci, j'en ai acheté qu'un. Et on m'en a offert un. Alors, le tarot que j'ai acheté, c'est le tarot de Rivesaltes, que je voulais avoir depuis hyper longtemps et qui est en rupture de stock sur, je ne sais pas s'il va le rééditer, sur le site de Yves Reynaud. C'est quoi son tarot héritage? Mais je l'ai trouvé sur Vinted en parfait état. Regarde-moi ça. La boîte, elle est de superbe qualité. Hein. Je sais pas si tu vois. Donc c'est un tarot de Marseille qui a été revisité par Benji Cross et qui est inspiré du tarot Jean Payen, qui date de 1713. Donc on a... c'est bizarre parce que l'ouverture, elle est à gauche. C'est pas grave. Le mien est classé, j'ai le numéro 57 sur 600. Il y a eu 600 copies. Le mien est classé par, je l'ai divisé, hein. J'ai mis les arcanes majeures, les arcanes mineures et les cartes de cours à part. C'est un super beau tarot. Hein. Déjà, les cartes sont grandes par rapport à un tarot normal. Donc, j'aime bien, moi, les grandes cartes. Et on a un païen recoloré qui ressemble à des vitraux. Il a du peps. Il est bon. Les personnages du tarot païen font un peu la gueule. C'est le seul truc peut-être que je peux reprocher à ce jeu, au païen. Mais j'aime beaucoup. On est sur un type 1, je crois. Il est où l'amoureux? Ouais. Il a le visage, les yeux bandés. Regarde les têtes. Oh, elle a l'air désespérée, elle a l'air vénère, elle. Il est trop drôle, en fait. Et il est magnifique, je te montre, vite fait. Il est de toute beauté, en plus. Je trouve que bon, ça n'apporte rien personnellement. J'aurais peut-être préféré que ce soit sur des bordures blanches. Ça, c'est mon avis. Mais c'est joli, ça apporte un plus. Je te montre les arcanes majeures. L'arcane sans nom. Regarde la tête. Impératrice, on dirait qu'elle a envie de vomir. On a les dos bambins, là. Je sais pas pourquoi il a fait des têtes angoissées, dépressives, suspicieuses. Alors, j'aime bien cette carte de la justice parce que justement, elle te regarde droit dans les yeux. La justice et le pendu, ce sont les deux cartes qui te regardent droit dans les yeux avec la lune, bon, le soleil. Bon, c'est pas des personnages, mais et elle a un regard suspicieux. Hein. Elle te regarde comme si elle te disait arrête de te foutre de ma gueule, je sais très bien la vérité. Donc crache le morceau, meuf. Donc ouais, il est magnifique. Et pour les personnages de cour, on a des personnages de cour pareil qui font des têtes bizarres. Et donc on a des bordures vertes pour le bâton, la suite des bâtons, bleu pour la suite de coupe, épée, on a du orange, et pentacle, on a du rouge. Donc tu vois, je trouve que j'ai pas compris pourquoi. Pour moi, j'aurais mis vert pour les pentacles, rouge pour les bâtons.
tu vois, et bleu, je sais pas. Enfin, bon, bref, j'ai pas compris trop la correspondance des couleurs des cadres. Et pour les arcanes mineurs qui sont également magnifiques. Voilà. Et on n'a pas une seule bordure qui se ressemble. Hein, pour, regarde, par exemple, on a 2 verres différents là. Pour les bordures. C'est très beau. C'est très très beau. C'est très très beau, c'est très très bien fait. Voilà, donc gros coup de cœur pour ce tarot que j'aime particulièrement. C'est peut-être mon plus beau tarot de Marseille. Je suis très contente de l'avoir. Je le voulais dans ma collection, c'est chose faite. Hop. Et c'est le seul jeu que j'ai acheté. C'est le seul jeu que j'ai acheté. Le deuxième que j'ai, c'est un tarot qu'on m'a offert, qui est le Lilith Bible Tarot Deck, créé par Lorelei Douglas en 2015. C'est un deck qu'on trouve sur... non, pas Making Play. Game Crafter, pardon. J'aime bien, moi, Game Crafter. Déjà, je trouve que leurs cartes sentent bon. En plus, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Donc là, on a effet glossy. Et donc, c'est un jeu qui m'a interpellée parce qu'il est vraiment très spécial. Alors, j'ai téléchargé le livre en Kindle et j'ai fait la traduction du tarot biblique de Lilith. Donc, c'est un tarot qui reprend en fait des mythes bibliques. Donc, il parle de Lilith, bien entendu. Mais on a... attends, je vais te lire vite fait le résumé, l'introduction. Le tarot biblique de Lilith met en lumière les racines païennes, polythéistes des textes idées judéo-chrétiennes. À travers le regard de Lilith, nous portons un regard neuf sur la Bible. Son point de vue est à la fois éclairant et libérateur, puissant et bienveillant. Le tarot biblique de Lilith utilise le protocole Rider et est accessible à toute personne. Blablabla. La majeure partie du contenu du tarot biblique de Lilith provient de ce que les Juifs appellent la Bible hébraïque et les chrétiens l'Ancien Testament. Des extraits plus modestes proviennent du Nouveau Testament, des apocryphes et des textes gnostiques. Une petite partie des sources provient d'écrits babyloniens et égyptiens. Donc, pour te dire à quel point, pourquoi il me plaît, parce qu'il est riche. Il est riche en symbolique, il est riche en histoire biblique. Pour moi, ça reste des histoires, hein, ça reste des mythes. Hein. Pour ça, ce sont mes croyances personnelles. Hein. Pour moi, tout ce qui est écrit dans la Bible n'a pas vraiment existé. Ce sont des histoires qui sont là pour influencer la morale. Ce sont des morales, en fait, hein, des leçons de vie pour les hommes. Et ont été inventés plusieurs... peut-être des personnages qui ont été inspirés par... regarde comment c'est beau. Qui ont été inspirés par des vrais personnages. Mais je suis fan de ce jeu. Mais voilà, pour moi, ça reste des mythes avec des morales pour nous apprendre à marcher droit dans la vie et être en accord avec notre part spirituelle et notre part divine. Voilà. Alors, pourquoi le tarot biblique de Lilith représente plusieurs idées subversives. La reconquête de la déesse perdue dans la tradition judéo-chrétienne, monothéiste, un humanisme libérateur qui valorise chaque être humain. Une remise en question des apologètes de Yahvé quant à la pertinence de perpétuer ce modèle du Dieu unique et véritable. L'adoption d'une spiritualité païenne polythéiste et d'une connexion au divin. La préservation des aspects positifs de nos traditions bibliques occidentales,
et la guérison des personnes blessées par les formes fondamentalistes et monothéistes de la religion. Donc, une perspective très sympa pour ce jeu, qui me plaît beaucoup. Et les illustrations me plaisent également beaucoup. Donc, et puis il sent bon. Et j'aime bien le cardstock. Là, on a Ishtar, par exemple, pour la carte de la luxure. Et depuis que je l'ai, je tire tous les jours une carte avec lui, ce qui me permet de m'approprier le jeu et de... Bon, je ne l'ai pas depuis longtemps, donc je n'ai pas tiré beaucoup de cartes. Mais je crois que ça fait une semaine que je l'utilise. Mais il est d'une richesse. Il a un livret assez sympa. Attends, est-ce que je peux te le montrer? Il est sur Kindle. Voilà. La dernière carte que j'ai tirée, tu vois, c'est la carte des amoureux. Donc, on a sur chaque carte... Sur chaque carte, on a une partie, une citation de la Bible ou d'un écrit gnostique ou... Oh, voilà. Tu vois, là. Et ensuite, tu as l'imagerie de la carte et l'explication de la signification. Donc ça, c'est une, tu vois, elle met Genèse 3. Donc, hyper intéressant. Franchement, je surkiffe. Merci à la personne qui m'a offert ce jeu. Elle a bien pressenti que ce serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup, beaucoup. Donc, je suis comblée par les 2 jeux que j'ai ce mois-ci. Je suis contente parce que tous les jeux que j'ai achetés jusqu'à maintenant, ce sont des jeux vraiment qui me plaisent énormément. Donc maintenant, passons à... est-ce que je t'ai parlé de tout? Je me suis pris des notes. Passons à la pratique. Alors, on commence une nouvelle saison. Et à chaque nouvelle saison, je tire des cartes de jeux qui me plaisent et qui me parlent et avec lesquelles je pourrais cheminer. Donc là, j'ai choisi de tirer les cartes avec 3 jeux. J'ai choisi de tirer les cartes avec... Alors, j'ai pas sorti les boîtes. Avec le Cave of Sibyl. Hop, avec le jeu de Anna, qui est le Magical Cards Recall, avec bien sûr, bien évidemment, le Weaver's Recall. Voilà. Et j'ai tiré 3 cartes fabuleuses. Ce sont les 3 cartes qui vont m'accompagner toute cette année. Et elles ont 3 histoires très différentes, mais finalement qui se rejoignent énormément. Donc je vais te parler déjà de la carte on va commencer par le Weaver's Oracle, qui s'appelle Grey Shaman, la chamane tisseuse du ciel. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui tisse devant un feu, et son rôle, c'est qu'en fait, que les braises ne s'éteignent jamais. Et elle fait partie d'une tribu qui n'est pas celle dans laquelle elle est actuellement. Et en fait, elle raconte qu'à un moment donné, elle décide de quitter cet emploi de tisseuse et cette condition de tisseuse et de celle qui garde les braises éternellement allumées. Et elle décide de partir pour retrouver sa tribu, en fait. Et en fait, en chemin, elle rencontre des femmes et elle crée une véritable sororité et elle continue le chemin ensemble vers le nord. Et bon, je t'épargne les détails parce qu'on a vraiment un livre très riche. Donc on a un poème, enfin on a une histoire là, qui est écrite de manière très poétique. Après, on a des explications sur la carte et ce qui t'emmène à réfléchir sur tout ça. Donc,
c'est très marrant parce que ça parle réellement de changer d'identité, enfin, de laisser le feu ancien s'éteindre pour prendre une direction et rencontrer des personnes semblables sur son chemin, des personnes avec qui on va former sa propre tribu, avec laquelle on va avancer, avec laquelle on aura le même objectif. Et moi, cette année, je suis vraiment en quête de rencontrer des personnes qui sont qui ont les mêmes ambitions que moi, qui ont déjà qui sont entrepreneuses depuis longtemps et qui peuvent m'apporter leur expertise, leur expérience et leur mindset. J'ai déjà un groupe, j'ai déjà une petite tribu hein, de quelques petites, pas petites, elles sont grandes, elles sont toutes grandes, mes amies. Elles sont toutes hyper ambitieuses, elles vont aller très très loin, on se porte toutes. Mais j'aimerais rencontrer d'autres personnes, euh, euh, des femmes si possible, pour qu'on puisse avancer ensemble. Et là, j'ai bien envie de m'inscrire à un cercle d'entrepreneuses, un groupe d'entrepreneuses euh, qui est sur toute la France et qui font des réunions hebdomadaires à côté, dans la ville d'à côté de chez moi. Et elles sont un peu partout en France. Et c'est bien parce qu'il y a une présence en ligne et puis il y a une présence physique aussi. Donc cette carte est très intéressante parce qu'elle parle vraiment du chemin que je suis en train de prendre, celui vers lequel je suis en train de mon ambition en fait, celui vers lequel je suis en train d'aller. La deuxième carte, elle s'appelle, je n'ai pas gardé, à chaque fois je perds parce que c'est chiant, c'est pas par ordre alphabétique, donc tu cherches tes cartes partout. Ça s'appelle le magot. De mon corps, de mon être, l'incréé, innommé. Et on a une carte encore qui parle de feu. On a une personne qui a une tête en feu, qui est en équilibre sur des dés. Et là, ça me parle vraiment du feu. En fait, que la vie est un jeu. La vie est un jeu, il va falloir que je trouve mon équilibre dans ce jeu, dans ce game. Et il y a le feu en moi, un nouveau feu qui est en train d'émerger, qui sort de ma tête. Et cette envie de renouveau, ce qui est bien, c'est de mon être, de mon corps, l'incréé innommable, c'est-à-dire que tout est à créer et tout est à nommer et que tout est au début. C'est le balbutiement de quelque chose. Et le feu qui brûle à l'intérieur de moi et cette envie de jouer, d'aller dans ce game-là, voilà, va me permettre de créer quelque chose de grand, je pense. Et j'ai tiré cette carte de l'oracle de Anna, qui est le chaudron. Et le chaudron, j'ai trouvé un site qui s'appelle luminescence.org, qui, bon, j'ai pas lu en entier parce que le texte est hyper long, qui parle du symbolisme du chaudron. Et en gros, le chaudron, c'est symbolisme de prospérité, d'abondance. Il est considéré comme le ventre d'une mère, comme un utérus, en fait, l'endroit où tout se crée. Donc, créativité, magie, c'est aussi le chaudron, on peut faire à manger, on peut nourrir. Et puis, c'est aussi le socle c'est le contenant de l'alchimie interne, le chaudron. Donc, symboliquement, on rejoint encore cette histoire de feu, parce qu'un chaudron ne fonctionne que s'il est sur un feu. Hein. Mais après, je pense qu'on peut faire des rituels avec les chaudrons. Alors, j'y connais rien, hein, moi, en toutes ces choses-là. Mais le symbolisme est très fort. Et je prends. Et je prends. Et tout ça, ça correspond à mon année qui s'en vient, là. Enfin, qui a commencé depuis maintenant une semaine. Parce que le printemps, c'était samedi dernier, vendredi dernier. Voilà. Ensuite, ma pratique. Bon, j'ai continué. J'ai tiré une carte tous les jours avec le Lilith Tarot Bible.
J'ai continué à tirer mes 3 cartes tous les, tous les matins. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente de mon rituel quotidien avec le tarot de Marseille. Donc, tirer 3 cartes. Je vais te le refaire là. Je le trouve chouette ce tirage. Ma posture intérieure. Les conséquences de ma posture intérieure. Et le message du tarot. Voilà, bon, les week-ends, repose-toi. Ma posture intérieure, je suis en mode, allez, on y va. Les conséquences, c'est que je vais créer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en cours de création, en cours de gestation. Le chariot, c'est aussi aller vers son but, vers ses objectifs. C'est aller vers le choix de son cœur, qui a été choisi dans la carte des amoureux. Et le pendu me dit, écoute, c'est le week-end, donc repose-toi. Donc ça parle aussi d'essayer de changer de perspective, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais j'ai des choses à travailler en ce moment qui sont sûrement dues à mon mental, parce que là, j'ai terminé de bosser sur, comme je t'ai dit, dans mon boulot, sur la phase préparatoire du projet. Maintenant, je suis à la phase, je vais rentrer la semaine prochaine dans la phase prospection. Ça y est, je rentre dans le dur. Et mon mental me fait beaucoup chier. Donc, j'essaye de travailler sur ça aussi. Pour le mois de tous les débuts de mois de mars, je tire une carte de ce jeu-là. Je t'en ai parlé déjà. Le Alchemical Vision Tarot. Et j'ai sorti pour le mois de mars la carte de l'empereur. C'est marrant parce que fin décembre, j'avais fait, tu sais, mon tirage des 12 mois de l'année. Et le mois de février, j'avais tiré l'étoile. Et ma carte personnelle que j'ai tirée début de mois de février, c'était l'étoile. Et pareil, fin décembre, j'avais tiré pour mars la carte de l'empereur. Et début mars, j'ai tiré la carte de l'empereur. Donc, ça correspond bien à mon mois, dans le sens où j'ai posé les bases solides de mon business. J'ai posé les bases solides de ma nouvelle vie. Mais je ne suis pas encore rentrée dans l'action. Mais je vais en tirer une le 1er avril pour voir quelle sera l'énergie du mois d'avril. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre sur ma pratique? Ah oui, je voulais te parler d'un truc. C'est un truc de fou en fait, parce que tu sais, j'ai acheté ce jeu-là sur Vinted, je crois. Bon, elle est un peu fatiguée la boîte, mais peu importe. C'est un tarot, de Marseille, un tarot Rider-Waite, excuse-moi, parce que je cherche en même temps quelque chose sur ma tablette. Et en fait, j'ai fait des recherches, ça m'intriguait beaucoup, j'ai fait des recherches sur de quelle époque pourrait... de quelle époque il date mon jeu, parce que il n'y a pas de livret dans la boîte. Et donc j'ai fait quelques recherches, j'étais tombée sur les années 70 et tout. Et là, grâce à Claude AI, j'ai pu avoir plus d'informations. Alors, il semblerait-il, j'arrive pas à retrouver la conversation sur Claude. Est-ce que je peux la retrouver là? Attends. Ouais. Identifier l'année d'édition d'un vieux tarot Rider-Waite-Smith. Alors, il semblerait... donc, on sait que le Rider-Waite a été publié originalement le premier en 1909-1910, créé par Pamela Colman Smith, avec la direction d'Arthur Edward Waite. Et l'imprimeur, c'était Rider & Co. Donc, il a été publié en 1909-1910 par Rider & Co. Ensuite, ils ont arrêté l'impression jusqu'en 1939.
En 1939, il y a eu quelques éditions qui étaient dans une boîte rouge. Le dos était complètement différent. C'était un dos rouge, rose, avec je ne sais plus exactement. Et en fait, pendant 32 ans, ils l'ont plus republié derrière. Et en 1971, il y a eu la toute première réédition du Rider-Waite moderne, euh, qui ont été édités dans ces boîtes bleues, en fait. Tu vois. Et après, il n'y a plus d'interruption après cette réédition du Rider-Waite. Et elles ont été éditées dans des boîtes bleues comme ça jusqu'en donc de 1971 à 1977. En 1977, ça a été la dernière édition du Rider, a été la dernière édition chez Rider en fait. Et donc, il semblerait que le jeu que j'ai, c'est la première réédition après l'interruption en 1939, donc après les 32 années de silence, ça a été la première réédition du Rider-Waite en 1971. Alors, pourquoi il me dit que c'est la première édition de la boîte bleue en 1971? Parce que déjà, elle n'a pas de couleur, la dame là, tu vois. Ensuite, il y a l'adresse. Elle est où l'adresse? Voilà. Rider Co, 3 Fitzroy Square, London. Et en fait, c'est l'adresse où Rider Co était uniquement de 1971 à 1975. Il a été imprimé par A.G. Muller. C'est marqué où? Voilà. Attends. Voilà. Ça a été imprimé par A.G. Muller et compagnie en Suisse avec la mention The Original and Only Authorized Edition of Tarot Cards. Voilà. Le nom a été orthographié Coleman. Alors, il y a une faute d'orthographe. Il n'y a pas de E normalement à Coleman. Et puis ensuite, il n'y a aucun copyright sur les cartes, tu vois, parce qu'il y a des copyrights sur les cartes, les côtés des cartes normalement. Et là, il n'y a aucun copyright sur les cartes. Et pas de mention de Conway Street sur la boîte. Conway Street, c'est l'adresse après 1975. Donc voilà, pas de livret blanc, pas de guidebook dans la boîte. Et 78 cartes complètes. Et puis, pas de mention Waddington qui exclut la toute première édition de 71 et suggère plutôt 1972, pardon. Donc ce tarot serait une des premières réimpressions de 1972. Excuse-moi. 1972. Donc mon jeu est une des premières éditions du tarot du Rider de 1972. Je l'ai acheté un peu usé. Hein. Sur certaines cartes, il y a des traces de stylo, mais bon. Qu'est-ce que je m'en fous? Purée. Une des premières rééditions du Rider en 1972 quand même. Parce que la première réédition était en 1971. Et sur les boîtes de 1971, il y a écrit Waddington dessus, a priori. Pas sur la mienne. Mais ce qui atteste que c'est une réédition 71-72, c'est qu'il y a l'ancienne adresse de Rider et qu'il y a la faute d'orthographe. Coleman. Avec un E. Je suis trop contente de savoir ça. Donc en fait, je sais enfin quelle est la date de mon Rider. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Mon Rider de 70. Ah oui, alors je me suis lancée dans un projet personnel qui me tente énormément. J'en suis à 44 minutes de vidéo. J'habite en région parisienne. Je suis à 35 minutes de RER de Paris. J'habite dans une ville très, très spacieuse et très verte. Donc, je suis bien loin de Paris. Et quand j'ai besoin d'aller à Paris, je prends mon RER. Je ne travaille plus à Paris, mais ça, c'est une bénédiction, purée.
Je ne sais même pas ce que c'est que la torture de prendre le RER tous les matins pour aller sur Paris. Surtout un RER qui ne fonctionne plus. Plus les années passent, moins ça fonctionne et moins ça va. Et, et, euh, et aujourd'hui, quand je vais à Paris, c'est pour le plaisir. Et donc, je suis une, euh, une passionnée d'églises et de châteaux, comme tu le sais. Et si tu me suis sur Instagram, je poste souvent en story des photos des églises que je vais visiter quand je vais à Paris. Alors, quand je vais à Paris, je profite pour visiter toutes les églises qui sont dans mon coin. Généralement, j'en ai toujours 3 ou 4 dans mon périmètre. Donc, je vais les visiter et je les prends en photo. Et du coup, je me suis mis un petit défi. Je me suis dit qu'en 2026, j'allais visiter toutes les églises de Paris. Et donc, j'ai fait des petites recherches. Et j'ai... Hop, mince. Je vais te montrer ça. Et j'ai répertorié toutes les églises à Paris. Alors là, il y en a 136 qui sont répertoriées comme ça. Les chapelles, églises de Paris. Donc, j'ai fait des recherches avec Claude et Aïe, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir d'autres. Hein. Là, il y en a 139, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ne sont pas sur la liste. Par exemple, j'ai croisé une chapelle qui était fermée en allant la semaine dernière vers le Panthéon, dans une rue que j'avais pas l'habitude de prendre. Et j'ai croisé une chapelle qui était fermée. Je sais pas quand est-ce qu'elle va rouvrir, mais j'aimerais bien y aller un jour quand elle sera ouverte. Et donc, mon intention, c'est d'aller visiter ces 139 églises, voire plus, et chapelles, et de les cocher sur la carte. Tu vois, voilà, ça c'est mon kiff. Je pense que trouver une autre carte et le refaire, mais bon, on a à peu près les églises. Donc, premier arrondissement, on a la Sainte-Chapelle, on a l'église Saint-Eustache. Saint-Eustache, c'est celle qui est juste derrière le Forum des Halles. Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est celle qui est en face du Louvre. Saint-Roch, qui est en face du Louvre aussi. Donc, non, ouais, c'est ça. Le temple oratoire du Louvre aussi, en face du Louvre. Notre-Dame de l'Assomption et Notre-Dame est dans le 4e arrondissement. Donc, j'en ai déjà vu quelques-unes. J'ai pas des jolies photos. Je vais commencer mon challenge avec celle que j'ai visitée en décembre. Voilà. Et puis Notre-Dame que j'ai visitée cet été, que je vais cocher aussi. En fait, toutes celles dont j'ai des photos récentes, je vais les mettre dans ma liste. Et j'ai décidé pour moi de m'ouvrir un compte Instagram que j'ai appelé Église de Paname, qui est un compte pour moi. Hein. J'ai pas l'intention qu'il devienne viral ou quoi que ce soit. C'est mon pur plaisir, où je vais poster les vidéos de toutes ces églises. Voilà, c'est pour mon plaisir. Franchement, c'est mon kiff personnel. J'adore aller dans ces ambiances-là. J'adore aller dans les églises aussi. Tu sais, il y a des églises qui sont très visitées, comme Notre-Dame. Et il y en a une autre aussi que j'ai visitée la semaine dernière, Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, qui est dans le 5e arrondissement, je crois. Et c'est des églises qui sont très visitées par les touristes et qui grouillent. Il y a du monde, il y a du bruit. Mais tu trouves des églises et des petites chapelles déjà, des fois, hyper... j'en ai visité une la semaine dernière, hyper calme, sombre. Et tu sais, j'ai envie de m'asseoir dans ces églises-là et de méditer. Avec le silence et tout. J'adore les odeurs des églises, un peu qui sentent le renfermé et tout. J'adore l'ambiance. Alors, il y a certaines églises qui sont bizarres. Et tu sais, je sens que l'atmosphère est très lourde. Et il y en a d'autres qui respirent vraiment la paix, quoi. Attends, je vais te montrer un truc, je reviens. J'ai acheté il y a quelques années un livre que j'avais trouvé chez Aldi en promo. Je crois que je l'ai acheté à 5 €. Et c'est ce bouquin-là. Il est très, très gros.
très très gros, tu peux le voir, qui s'appelle Église de Paris, abbaye, chapelle, couvent et monastère, et répertorie aussi les églises qui ont été détruites. Et donc, ça complète aussi mes recherches. Parce que bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de connaître aussi l'histoire de ces églises. Voilà. Donc, Notre-Dame, à quoi ça ressemblait en 1860. Avec l'ancienne flèche, celle d'aujourd'hui ressemble à rien. On dirait, et je la trouve grossière, je la trouve mal faite. À l'époque, alors à l'époque, si ça a vraiment été, ça a vraiment été conçu par notre civilisation. Ça, c'est une autre histoire, parce que moi, je penche plus sur une théorie de monument. Je t'en parlerai à un autre moment, tu vas me dire, je suis perchée, mais tu as entendu parler de la théorie de la Tartarie. Et je pense que notre civilisation qui sait construire que des bâtiments en papier mâché carré n'est pas cette génération qui a construit des églises qui étaient ciselées, tu vois. Limite, on dirait, limite faites dans des... Ils font peur, les noms. C'est où ça? Ouais, on aurait dit, tu vois, des détails sur des églises, on aurait dit de la dentelle. Et aujourd'hui, on est incapable de faire ça. Hospice. Elles disent pas où? 1, 2. Hospice des petits ménages en 1868. Et rue de Sèvres, 18 rue de Sèvres. Ah ouais. Mais non, on a une vieille photo, on dirait un film d'horreur. J'ai regardé trop de films d'horreur. Oui, je disais, les bâtiments d'antan étaient ciselés et tout, comme des broderies, comme de la broderie fine. Et aujourd'hui, quand tu regardes le résultat de Notre-Dame, de la nouvelle flèche de Notre-Dame de Paris, qui est grossière, le travail au fer forgé est dégueu en fait. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui a été fait. Je suis pas du tout d'accord aussi avec la rénovation de Notre-Dame. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On a... Waouh! Purée, ce bouquin, c'est un trésor, quoi. Eh ben, tu vois que le travail d'aujourd'hui n'est pas aussi fin que ce qui avait été fait à l'époque de la flèche qui avait été fait dans les années 1800. Comment il s'appelle cet architecte? J'ai oublié son nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Ça me reviendra. Donc voilà. C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas sûre en fait que c'est notre civilisation qui a créé ces monuments-là. On est incapable aujourd'hui de refaire un bâtiment comme le Louvre, comme Notre-Dame de Paris. Alors oui, tu vas me dire, oui, ça a été créé sur des générations et des générations, à l'instar du livre, je ne sais pas si tu as lu Les Piliers de la Terre, qui parle de la création c'est une saga en fait sur des bâtisseurs de cathédrales. Et on voit que les cathédrales mettaient des centaines d'années, plusieurs générations de bâtisseurs pour se construire, certes. Bref. Donc là, on a un plan de Paris, les églises de Paris en 1935. Et on a l'index de toutes les églises. Ici, par ordre alphabétique. Donc voilà, c'est un délire que j'ai pour moi. Je vais m'éclater à le faire. Je sens que je vais m'éclater à le faire parce que je suis une fan d'architecture et tout. Attends, je pose mon bouquin quelque part. Ce qui prend de la place. Voilà pour ce qui s'agit de ma pratique. Il y a un dernier truc dont j'ai parlé et je vais sortir une vidéo le 30.
Je vais sortir une vidéo demain, je pense, ou lundi, je pense plutôt demain, sur le premier décan. Tu as vu que j'ai décidé de refaire une série sur le Deccan Walk. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le Deccan Walk, lundi, je l'ai posté lundi. Je te mets la description en comment ça s'appelle? Je la mets en bas, bref. Et j'ai créé un e-book sur le Deccan Walk. Hop, à l'aperçu. Que tu peux télécharger en bas aussi sur comment pratiquer le Deccan Walk. Et j'ai commencé cette pratique du Deccan Walk la semaine dernière et je t'en parlerai plus dans la vidéo de quelle est mon intention. J'ai créé un petit journal pour le Deccan Walk. Je te prépare une vidéo, je pense que je vais la tourner demain matin sur les Deccan Walk. Il faut encore que je réfléchisse comment je vais l'amener parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop complexe. J'avais fait un Deccan Walk l'année dernière que j'avais initié sur Patreon. J'ai pas eu beaucoup de personnes, mais quand j'ai regardé ma vidéo sur les Deccan Walk, j'ai dit ouais, je comprends pourquoi j'ai personne. En fait, c'était beaucoup trop complexe, j'allais trop dans l'astrologie traditionnelle, et l'astrologie traditionnelle demande un petit peu d'études. Et pour des personnes qui connaissent pas grand-chose à l'astrologie, c'est du sanskrit, quoi. C'est une langue morte pour eux. Donc, je vais reparler du Deccan Walk de manière beaucoup plus simple, sans rentrer dans trop de j'allais dire trop de perplexité. N'importe quoi. Trop de complexité astrologique, cabale. Après, je pense que je vais faire des vidéos sur astrologie plus approfondie en rapport avec les décans. Et puis, Kabbale aussi, sur la Kabbale, toujours en rapport avec les décans. Je pense le faire puisque c'est quelque chose que je voulais faire depuis 2 ans déjà, que j'ai pas faite. J'ai bossé sur le sujet. J'ai même parlé de ça dans mon e-book du tarot de l'émanation. Je sais même pas si je vais le laisser parce que j'ai peur de perdre les gens dans des complexités. Mais bon, je vais en faire des vidéos. Je pense que c'est bien pour les personnes que ça intéresse. Après, mais ma vidéo sur le Deccan Walk, je vais parler, déjà répondre aux questions, quelques questions qu'on m'a posées sur le Deccan Walk. Et puis, je vais te parler de ma pratique, comment je le pratique moi. Et puis, de toutes les manières de le pratiquer aussi, ce Deccan Walk, parce que c'est propre à chacun. Moi, ma manière de le pratiquer, c'est comment je le vis dans ma vie de tous les jours. Et j'ai mis une pratique créative aussi derrière. Mais tout ça, je te parlerai dans cette fameuse vidéo qui sortira demain ou lundi. Je vais essayer, c'est pas sûr, de faire une vidéo Deccan Walk tous les 10 jours, enfin à chaque fin de décan. Et voilà, je vais essayer de faire court, rapide, pour que moi aussi ce soit un journal comme je vais le faire pour mon compte Instagram Église de Paname. Ce sera quelque chose pour moi personnellement, pour avoir un suivi de ma pratique aussi, et puis le partager avec vous. Et merci en tout cas pour les premiers téléchargements. Je suis très touchée par toutes les personnes qui ont téléchargé le e-book, de tous les retours que j'ai eu, pardon. Merci infiniment du fond du cœur. Toutes les vocations, les vocations que ça a perpétré, de vouloir faire un Deccan Walk aussi de leur côté, mais à leur manière. Il y a Red Vixen d'ailleurs qui a fait une vidéo sur merci d'ailleurs sur la manière dont elle va vivre le Deccan Walk, elle de son côté. J'ai eu un retour aussi de Taro Baiso, voilà, également de Meggy, d'Irna Taro.
qui, elle, va sortir une série sur les décans, mais par rapport au mois de l'année astrologique, voilà. Ça sera super intéressant à regarder. Je la regarderai plus tard parce que j'ai pas envie de me faire influencer par tout ça. Je veux d'abord parler de mon ressenti, puis après voir ce que les autres ont pu faire. Donc je vais te parler des decks que j'ai utilisés pour le premier décan. Je vais te parler aussi de ce magnifique livre que j'ai reçu. J'en ai pas parlé, mais j'en parlerai dans ma vidéo du Decan Walk, que j'ai reçu de MM Meline. Je l'ai reçu un peu abîmé. J'aime pas acheter des choses qui arrivent un peu cornées comme ça. Mais bon, il vient de loin. Il vient de Springfield, aux États-Unis, dans le Massachusetts. Bref. Massachusetts. Oh là là. Donc j'ai commencé à le lire, hyper intéressant. Il s'agit aussi beaucoup ici de pratiques magiques. Ça donne envie de faire quelques pratiques magiques avec les 36 décans, mais moi j'ai trouvé la mienne, donc je t'en parlerai. Voilà, écoute, je crois que j'en ai terminé pour ce bilan, une vidéo qui a duré 1 heure, encore une fois. Je te souhaite un bon week-end, je te souhaite un bon mois, et puis je te dis à demain dans la vidéo sur les décans. Bisous, bye bye. Ah, j'ai oublié de parler de ce jeu-là aussi que j'affectionne beaucoup. C'est mon tarot, mon oracle préféré. De Anna, là. Le Magical Cards Oracle que j'adore tirer les cartes avec. Tirer une carte et on va voir la leçon de ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce mois de mars? Atame, knife, wand, un bâton. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Atame, c'est diriger l'énergie dans un rituel. Donc, ça tombe très bien avec ces énergies de Mars, où justement la Sion, les bourgeons commencent à sortir de terre. On est diriger son énergie, diriger son intention vers quelque chose de manière consciente pour manifester quelque chose. Diriger, poser son intention sur ce qu'on souhaite, ses objectifs, et puis diriger son énergie vers là. Voilà. C'est ce que nous dit cette carte pour le mois de mars. Et ça tombe bien, si tu ne l'as pas encore fait, il est temps de le faire. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais arrêter de parler. Je te dis à demain. Bisous, bye.